Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 28 degrés, la maximale atteignue est de 35. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Donc voici les titres. Le Premier ministre a présenté hier les 8 axes du plan d'action gouvernemental aux membres du CNT. Un document qui prend en compte les préoccupations des Maliens de la défense à la sécurité en passant par l'électricité, la santé, tous les domaines du développement. Il y a exactement 48 ans que disparaissait le père de l'indépendance, le président Modibo Keïta. La nation lui a rendu hommage par le dépôt de gerbes de fleurs par le Premier ministre sur sa tombe au cimetière de Hamdalaï. À suivre l'actualité dans les pays de l'AES, le Burkina Faso occupe la 2e place en Afrique et la 27e mondiale en matière de données statistiques. Au Niger, le gouverneur de la région d'Agadez poursuit sa tournée à la frontière algérienne. À suivre la paille des sports avec Famoudou Dourté, l'actualité est dominée par les affiches de la 23e journée de la Ligue 1 professionnelle et l'ouverture officielle de la 9e édition du Forum international du sport. Dans la page culture, nous irons dans le pays de Gon pour parler de la réflexion du Toguna avec Agibo Koulibaly. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, c'est les détails. Bienvenue sur Radio Mali. Ce sont 8 axes majeurs qui composent le plan d'action du gouvernement présenté hier au Conseil national de transition par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Il découle de la lettre de cadrage du président de la transition présentée donc au gouvernement lors du Conseil des ministres inaugural. En tête de liste, il y a le renforcement de la défense et de la sécurité suivi des réformes politiques et institutionnelles. Autre axe majeur, l'amélioration de la couverture sanitaire. Yaya Konaté s'intéresse à ces 3 axes du plan d'action proposé par le chef du gouvernement. Elle constitue aujourd'hui la priorité des priorités. Logiquement donc, les questions de défense et de sécurité sont en première ligne dans le plan d'action gouvernemental proposé par le Premier ministre, tout comme dans la lettre de cadrage dont il découle. Un choix dicté par le contexte marqué par la subsistance des actes terroristes, mais aussi de la criminalité transnationale. Tout en saluant les succès remportés par les FAMA, marqués par la reprise de zones stratégiques, la neutralisation d'importants groupes terroristes et la sécurisation d'espaces reconquis, le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts dans la sécurisation du territoire et la protection des personnes et de leurs biens. Cela se traduira notamment par des actions de renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Pour soutenir les actions salvatrices de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, il sera procédé à l'acquisition de nouveaux matériels et équipements majeurs, la construction des camps militaires, notamment à Bougouni, Koutiala, San, Kita, Diema, Nyuro du Sahel, et le mémorial dont la construction a déjà commencé pour immortaliser nos héros tombés sur le théâtre d'opération, la construction et l'équipement de l'hôpital militaire de Banankoroni, le recrutement et la formation de 15 000 hommes supplémentaires et la mise en place à travers l'opération Dugukoloko de plateformes opérationnelles. La présence de l'État sera renforcée sur l'ensemble du territoire national, surtout au niveau des zones de grande insécurité. Ainsi, nos FAMA bénéficieront à la fois de moyens appropriés pour accomplir leur mission et d'un environnement propice à leur épanouissement professionnel. S'agissant de la libre circulation des personnes et de leurs biens, le gouvernement renforcera la sécurisation des axes routiers et procédera à l'organisation de patrouilles de grande envergure sur tout le territoire national, avec le recrutement de 9 000 agents de forces de sécurité. Une reconnaissance aux forces armées et de sécurité pour leur patriotisme et leur héroïsme et une minute de silence qui s'impose à la mémoire de toutes les victimes de la crise que traverse le pays. Un pays qui fait face à des menaces existentielles de la vie du chef du gouvernement, d'où la deuxième priorité, le chantier de la refondation. Le chantier de la refondation, c'est bien celui-là qui permettra d'instaurer une nouvelle gouvernance, de bâtir des institutions légitimes et de construire un citoyen de type nouveau, pétri de valeurs républicaines. Après l'adoption de la nouvelle constitution, les réformes se poursuivront, annonce le Premier ministre, dans la même approche inclusive en vue de renforcer le cadre institutionnel. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Au plan des réformes structurelles, l'opérationnalisation du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, SIGRH,
permettra à l'État de disposer d'un fichier unifié et d'avoir une plus grande maîtrise des effectifs et de la masse salariale des fonctions publiques. Dans le cadre de l'assainissement de l'écosystème associatif, il sera procédé à la relecture de la loi régissant les associations et la définition des conditions d'exercice de la mission de veille citoyenne par les organisations de la société civile. Les dossiers transmis par les structures de contrôle dans le cadre de la lutte contre la corruption et les atteintes aux biens publics seront instruits systématiquement et les enquêtes seront diligentées. Tous les biens saisis ou confisqués en lien avec la délinquance économique et financière, le financement du terrorisme, l'enrichissement illicite et la criminalité transnationale organisée seront gelés. L'amélioration de la couverture sanitaire du pays, autre axe majeur du plan d'action proposé aux conseillers nationaux par le Premier ministre. Amélioration des plateaux techniques, construction de centres de santé et renforcement de la prise en charge des patients et du contrôle sanitaire en seront les éléments essentiels. Général de division Abdoulaye Maïga. Le gouvernement s'emploiera à l'amélioration du plateau technique des structures de santé avec l'acquisition de matériel et d'équipements modernes, la construction des centres de santé et le renforcement des dispositifs de prise en charge des patients et du contrôle sanitaire. Ainsi, il sera mis en place 7 cliniques modulaires, un laboratoire médical de type P2, 3 centrales de production d'oxygène, des incinérateurs dans des CSCOM de 102 communes, un gamma caméra et des systèmes solaires pour le fonctionnement des Genxpert. La vision du chef du gouvernement en matière d'amélioration de la santé des populations, c'est aussi la mise en avant de nos valeurs d'entraide et de solidarité. Il en est attendu comme résultat l'amélioration du système de solidarité nationale et l'inclusion sociale à travers des mécanismes comme l'assurance maladie obligatoire et le régime d'assistance médicale des indigents. L'axe 3 du plan d'action gouvernemental est consacré à la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens. Ce volet vital est indispensable pour le bien-être de la population, de la sécurité alimentaire en passant par l'emploi des jeunes, la digitalisation et l'administration ou encore l'amélioration des services sociaux de base. À tous ces défis, le gouvernement entend apporter des réponses appropriées durant la période 2025-2026. Le point avec Aridou Matina. Plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, axe 3 du PAG s'inspire des préoccupations légitimes du peuple malien exprimées lors des grandes assises des forces vives de la nation. Face à la cherté de la vie, marquée par la flambée des prix des produits de première nécessité, le gouvernement entend apporter des réponses concrètes pour assurer la souveraineté alimentaire et nutritionnelle avec l'accroissement des productions animales et halieutiques. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. En mettant en phase nos politiques agricoles et commerciales avec les attentes des citoyens, en reconstituant les réserves stratégiques alimentaires à hauteur de 84 000 tonnes. Dans la même dynamique, 380 exploitants agricoles seront équipés en tracteurs, motoculteurs et motopompes. Il sera mis à la disposition des exploitants agricoles près de 261 406 tonnes d'intrants agricoles de qualité et 28 400 tonnes de semences améliorées. Il est attendu de la campagne agricole 2025-2026 une production d'environ 11 millions de tonnes, toutes céréales confondues. Une distribution alimentaire gratuite de 17 666 tonnes de céréales sera effectuée au niveau de 1 115 000 personnes vulnérables. L'accroissement des productions animales et halieutiques pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste une priorité de la santé publique vétérinaire et celle des productions halieutiques et aquacoles, avec le renforcement des capacités de 30 000 productrices et producteurs en aviculture. Dans le cadre de l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité, le gouvernement entend importer un contingent de 300 000 tonnes de riz, 200 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes de graines de coton. Pour la maîtrise des prix, les missions d'enquête et de contrôle sur les cahiers de charges et le suivi des marchés, les produits seront renforcés. Dans le domaine de la crise énergétique, le gouvernement s'attellera à poursuivre la dynamique enclenchée pour soulager davantage les populations. Par l'accroissement des capacités de production et de distribution en énergie et en eau potable. Dans ce cadre, il est prévu la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques et hydroélectriques sur le réseau interconnecté, la réalisation de 2588 km de lignes de transport et 1378 km de lignes de distribution d'électricité. Le nombre d'heures de fourniture d'électricité passera de 6 à 19 heures par jour. Des travaux de raccordement des forages et la construction de 2 stations de traitement d'eau avec chacune la capacité de 76 000 mètres cubes par jour seront effectifs.
Le désenclavement intérieur, extérieur du pays en matière de transport et d'infrastructures de qualité bien sécurisée fait partie des priorités. La réalisation des travaux d'aménagement et d'élargissement des routes urbaines à Bamako, Kati et Mopti. La réalisation des travaux d'aménagement du tronçon Sandaré-Kaï sur 138 km du corridor Bamako-Dakar par le nord. La réalisation des études d'avant-projet détaillées pour la réhabilitation du chemin de fer Bamako-Diboli. La réalisation d'une étude sur la ligne ferroviaire Bamako-Bougouni, la frontière Burkina Faso, le renforcement des capacités de la compagnie malienne pour la navigation fluviale, l'opérationnalisation de la société malienne Mali Airline SA, la mise en place d'un dispositif digitalisé de gestion des postes de péage et la surveillance des véhicules. Compte tenu des avancées technologiques, il est plus que jamais nécessaire pour notre administration de s'adapter aux nouvelles exigences de la transformation numérique afin d'être plus performante. Pour ce faire, le gouvernement compte disposer d'une administration moderne et performante au service des usagers. Ainsi, l'amélioration du cadre de vie des populations à travers des réalisations du dépôt de transit, l'aménagement des collecteurs naturels en passant par des recrutements et des stages de formation professionnelle des jeunes et les démarches entreprises dans le secteur minier seront renforcées. 5 000 jeunes bénéficieront de stages de formation professionnelle et 1 200 jeunes de stages de qualification. 4 160 projets crédibles seront renforcés, 269 emplois seront consolidés en faveur des personnes en situation de handicap. L'État s'est doté d'un nouveau code minier et d'une société de recherche minière. L'opérationnalisation des fonds, la mise en œuvre du décret d'application de la loi relative au contenu local permettront d'impliquer davantage les entreprises locales et le personnel malien aux appels d'offres et aux contrats des sociétés minières. D'accès à un logement décent, les actions du gouvernement consisteront à mettre en place un cadre sécurisé du foncier par l'immatriculation systématique de 810 000 parcelles et l'opérationnalisation du guichet unique du foncier. Une réserve foncière de 429 hectares sera constituée pour la réalisation de logements sociaux. Ainsi, 2789 logements sociaux seront achevés et mis à la disposition de nos populations. Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations, nos actions s'inscriront dans la réalisation de 35 dépôts de transit, l'aménagement de 40 000 mètres linéaires de collecteurs naturels, le curage de 677 656 mètres linéaires de caniveaux et la réalisation de 5 stations de traitement de boue de vidange à Tienfala, Kaï, à Nyuro et Ségou. Autant d'aspects dans ce nouveau référentiel découlant des orientations des documents stratégiques, notamment la feuille de route de la transition ou encore les recommandations issues des assises nationales. 11 nouveaux lycées, dont 2 d'excellence, seront construits en 2025 et 2026. Il est prévu également l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social et la poursuite de l'intégration de 34 000 ex-combattants. Telles sont quelques-unes des actions phares prévues dans le cadre des axes 5 et 6 du plan d'action gouvernemental, présenté hier par le Premier ministre. La synthèse avec Mamari Kouné et Aliou Touré. Doter notre pays d'un capital humain à travers l'amélioration du système éducatif. Telle est l'ambition du gouvernement en 2025-2026. Et pour y parvenir, il entend mettre en place des programmes de formation adaptés aux différents niveaux d'ordre d'enseignement. Au programme également la réalisation d'infrastructures scolaires. Journal de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. 5 188 apprenants seront pris en charge dans des filières porteuses. Au niveau de l'enseignement supérieur, la mise en œuvre du programme de formation des formateurs à l'ingénierie de la formation se poursuivra afin de permettre aux enseignants-chercheurs d'assumer convenablement leurs tâches. Une plateforme des ressources numériques sera accessible à tous et des bibliothèques virtuelles seront créées. Par ailleurs, des capacités d'accueil et d'études des établissements d'enseignement seront renforcées par la construction et l'équipement de 85 écoles fondamentales et de 11 lycées, dont 2 d'excellence. Les laboratoires pédagogiques dans les institutions d'enseignement supérieur aux universités de Ségou et Sikasso seront réhabilités. De manière permanente, le gouvernement veillera au contrôle de la qualité d'établissements d'enseignement privés à travers l'évaluation de 1144 d'entre eux. L'apaisement du climat social, la disponibilité des ressources humaines de qualité au sein de l'administration publique et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs constituent le socle de l'axe 6 consacré à l'apaisement du climat social. Pour préserver et consolider la paix, le gouvernement entend renforcer le dialogue social. Dans cette perspective, il sera procédé à l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social, le CNDS,
à la dynamisation de 200 cadres de dialogue aussi bien dans les administrations publiques que dans les administrations privées et à la poursuite de la mise en œuvre de 60 accords syndicaux non éteints. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance, les élections professionnelles des représentants des organisations syndicales seront organisées sur l'ensemble du territoire national. De manière particulière, le gouvernement s'attelera à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'État à travers le suivi de la mise en œuvre du cadre juridique des rémunérations et à la promotion de l'équité genre dans la fonction publique à travers le recrutement de 90 personnes en situation de handicap. La crise multidimensionnelle a fortement affecté notre pays avec des affrontements entre communautés qui ont pourtant toujours vécu en harmonie. Le gouvernement est convaincu que notre pays dispose d'une jeunesse dynamique prête à soutenir les actions de développement. L'art et la culture demeurent aussi des leviers importants pour faciliter le développement économique, social et identitaire de notre pays. C'est pourquoi une importance capitale est accordée à la reconstruction de notre tissu social à travers l'organisation de dialogues inter- et intracommunautaires, la réinsertion socio-économique de 600 jeunes des zones impactées par le conflit, la poursuite du processus d'intégration de 34 000 ex-combattants, l'aménagement de lieux de mémoire et l'assistance de 2000 victimes des violations graves des droits de l'homme. La religion, le culte et les coutumes occupent une place de choix au sein de notre société. Pour renforcer la cohésion entre les courants confessionnels, des dispositions seront prises pour l'organisation des dialogues inter- et intra-religieux, le suivi de la mise en œuvre de 1000 prêches et sermons respectant les protocoles et la mise en place de bases de données sur les édifices de culte. Une attention particulière sera portée à l'amélioration et à la modernisation du processus de pèlerinage aux différents lieux saints de l'islam et de la chrétienté. La construction d'un centre national de désendoctrinement et l'opérationnalisation des centres de déradicalisation de Gao, de Ségou, San et Mopti viendront renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dans l'optique de consolider et d'élargir les résultats déjà engrangés dans le domaine sportif, la biennale du sport sera organisée et la vision Olympiade 2024-2028 pour 30 sportifs d'élite et de haut niveau sera opérationnelle. En décrétant 2025, année de la culture, Son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nous invite justement à relancer la dynamique culturelle et renforcer le sentiment d'identité nationale. Les axes 5 et 6 tirent leur légitimité de la lettre de cadrage que le président de la transition a adressée au gouvernement au lendemain de sa mise en place. 9h18. Il y a 48 ans exactement que disparaissait le président Modibo Keïta, premier président de la République du Mali. À l'occasion de la commémoration de sa disparition, le premier ministre, le général de division Ablem Mega, au nom du président de la transition, s'est recueilli sur la tombe de l'illustre disparu avant d'y déposer une gerbe de fleurs. Le premier ministre a salué le combat mené par le président Modibo Keïta et ses compagnons dans le cadre de la lutte pour la quête de la dignité. À la fin de la cérémonie, le premier ministre s'est confié au micro de Mamari Kone et Aliou Touré. La 48e année de la disparition de Feu Modibo Keïta, le père de notre indépendance, ancien instituteur très intègre, très panafricaniste. C'est le lieu pour moi de présenter au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, que j'ai l'honneur de représenter au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple malien, nos condoléances les plus émues à la famille du défunt, de l'illustre disparu. C'est également une cérémonie d'espoir. Le Mali, à l'heure de la refondation, forcément est obligé de faire une introspection en regardant très loin le combat du président Modibo Keïta et de ses compagnons, le combat pour le panafricanisme, le combat pour la dignité de l'homme africain, le combat pour la dignité du Malien. Je pense qu'ils ont réalisé beaucoup d'actes concrets. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à leur engagement, c'est grâce à leur abnégation. Comme je dis, forcément, le combat pour la souveraineté, on le comprend, était un combat dur, c'était un combat constant. Je pense que son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, l'a bien compris. Il s'est régulièrement inspiré de l'œuvre de ce feu président Modibo Keïta. Et pour nous également, c'est un exemple d'endurance, un exemple de résilience. C'est l'occasion également, au nom du chef de l'État, pour saluer la résilience du peuple malien,
qui a toujours soutenu les autorités de la transition, au premier chef son Excellence le général d'armée Assimi Goïta depuis le début de cette transition. Une transition qui n'a de but, qui n'a d'objet que la prise en compte, la satisfaction, bien entendu, des intérêts vitaux du peuple malien. AES, actualité. Le Burkina Faso est classé premier en Afrique de l'Ouest en matière de données statistiques. Le pays occupe la deuxième place en Afrique et la 27e place mondiale sur 197 pays. C'est le classement sur la plateforme Open Data Inventory. L'évaluation est faite par l'ONG Open Data Watch. Elle montre le niveau de production et de diffusion des données statistiques ainsi que leur fiabilité. L'Institut national des statistiques et de la démographie a présenté les résultats de ce document à la presse. Le point avec Hervé Kaboré de Radio Burkina. Le Burkina Faso est un bon élève en matière de données statistiques au monde et surtout en Afrique au regard de l'évaluation faite depuis le 29 avril dernier par l'ONG Open Data Watch. Il serait premier en Afrique si on s'en tenait qu'au volet production. Cela s'explique par l'importance qu'accordent les autorités aux données statistiques nécessaires pour tout projet de développement. Ripama Toubou, directeur général de l'INSD. On sait tous ce que nous traversons. Nos autorités auraient pu dire que les statistiques ne sont pas une priorité. Mais quand même, avec la vision qu'ils ont, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire une bonne planification sans données statistiques. C'est véritablement la base de tout. Donc, au regard de ces visions, ils ont quand même accordé tout cas de l'importance à la production statistique qui se mène depuis des lustres d'antan. Et donc, nous sommes très fiers de ce qui s'est fait. Premier en Afrique de l'Ouest, deuxième en Afrique et 27e mondial, ce classement du Burkina Faso en matière de données statistiques est possible grâce à la conjugaison des efforts de tous. Ripama Toubou. Cette prouesse, c'est véritablement à l'endroit de tout le peuple burkinabé. C'est à l'endroit de nos autorités. Quand vous regardez le contexte actuel, si on vous dit que nous arrivons à aller dans certaines localités, c'est aussi grâce aux prouesses de nos forces de défense et de sécurité et aussi des volontaires pour la défense de la patrie. Une autre composante, ce sont les bailleurs de fonds. L'objectif pour l'Institut national des statistiques et de la démographie, c'est d'intégrer le top 15 mondial à la prochaine évaluation. Pour ce faire, il faudra combler les manquements, notamment en ce qui concerne les statistiques dans le domaine social. Poursuite de la mission de suivi du flux migratoire d'Assamaka à la frontière nigérienne-algérienne par le gouverneur de la région d'Agadez. Un peu plus de 1500 migrants, toutes nationalités confondues, ont été renvoyés par l'Algérie. Le général de brigade Ibra Boulama Issa s'est rendu à Assamaka pour s'enquérir de la situation. Suivant l'intervention du gouverneur de la région d'Agadez après avoir effectué quelques visites dans la ville d'Assamaka. Il est au micro de nos confrères de Radio du Niger. Au cours du mois d'avril, nous avons connu une vague de refoulement sans précédent de migrants venant de l'Algérie. Et au cours du mois d'avril, nous avons eu à dénombrer un nombre assez important qui est quasiment équivalent à celui qui a été rapporté au cours du premier trimestre 2025. Nous avons eu près de 7222 migrants et refoulés. Et rien que pour le mois d'avril, on était déjà à plus de 6000 et quelques. Donc pour vous dire un peu la pression au niveau de tous ces centres-là. Et bien entendu, face à cette situation, le gouvernorat de la région d'Agadez a eu à élaborer un plan d'urgence pour faire face à cette crise. Et ce plan d'urgence a été donc présenté aux partenaires il y a quelque temps pour voir de façon coordonnée et ensemble comment répondre à cette situation avant qu'elle ne se transforme en crise humanitaire et avant qu'elle ne se transforme en désastre humanitaire. Sur l'actualité africaine en Guinée-Conakry, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a retiré les permis d'extraction d'or, de diamants, de bauxite, de fer, de granit d'une cinquantaine d'entreprises. Un grand ménage pour mieux gérer les ressources naturelles du pays. L'ancien président gabonais Ali Bongo et sa famille ont été accueillis dans la capitale angolaise. Il était placé en résidence surveillée à Libreville depuis le 30 août 2023 en raison du détournement du fonds public. Leur libération est le fruit de collaboration entre le président angolais, également président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, et le président gabonais Brice Oligui Nguema.
À Istanbul, la première rencontre diplomatique officielle sur la guerre russo-ukrainienne. Au menu, une batterie de mesures pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Il s'agit là d'un échange de prisonniers à hauteur de 1000 personnes par camp. Le retrait complet de l'armée ukrainienne de 4 régions actuellement occupées et le tête-à-tête des présidents Vladimir Poutine et Zelensky. Les sports dans une poignée de secondes. Oui, l'actualité en football, la 23e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali démarre demain dimanche. Mais avant, vous aurez les enseignements de la journée précédente marqués par la mort tragique d'un joueur de l'US Bougouba. Sur le continent, la première manche de la finale de la Coupe CAF se dispute ce soir à Berkane au Maroc. La Renaissance sportive de Berkane offre son hospitalité à Simba Sporting Club de Tanzanie. Hors du rectangle vert, la cérémonie officielle de la 9e édition du Forum international du sport sur le sport est prévue cet après-midi au Centre international de conférence de Bamako. L'édition est placée sous le signe de l'engagement, de l'excellence et du développement du sport. Le point avec Famour Djourti. La 9e édition du Forum international sur le sport, FIS, se tient du 16 au 18 mai 2025 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. La cérémonie officielle est prévue pour ce samedi 17 mai à 15h30 au même endroit. La 9e édition du FIS est placée sous le signe de l'engagement, de l'excellence et du développement du sport avec pour thème le sport catalyseur d'égalité, d'inclusion, de développement durable et de paix pour un avenir équitable. Selon les organisateurs, le FIS, Forum international sur le sport, vise à mettre en avant le sport comme un outil clé pour favoriser la cohésion sociale, la paix et les objectifs de développement durable. La 9e édition du FIS sera également marquée par la remise de distinctions honorifiques, des panels inspirants ainsi qu'un moment de reconnaissance envers les acteurs majeurs du sport au Mali et en Afrique. En football, sur le continent, la finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF se joue ce samedi. La Renaissance sportive de Berkane du Maroc accueille les Tanzaniens de Simba Sporting Club. Ce sera à 19h temps universel au stade municipal de Berkane. RS Berkane et Simba Sporting Club sont deux clubs dans une dynamique positive. Champion du Maroc depuis belle lurette, la Renaissance sportive Berkane a remporté ses 3 derniers matchs. Deuxième du championnat tanzanien, Simba reste de son côté sur 4 succès consécutifs. Globalement, les Marocains sont favoris sur le papier, du fait de leur saison absolument irrésistible, couronnée par leur tout premier titre national. De son côté, finaliste pour la première fois de l'histoire, le club tanzanien Simba Sporting Club jouera crânement ses chances en vue d'inscrire un premier titre à son palmarès. En 2022, Simba s'était déjà imposé contre Berkane 1-0, même si à l'époque l'enjeu était différent. C'était en phase de groupe. Berkane s'était imposé à l'aller 2-0. Notons aussi que Berkane vise une 3e étoile après les sacres de 2020. 2022 dans la même compétition. Toujours en football, pour terminer, la 23e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali débute demain dimanche avec 5 rencontres, dont celle opposant le Djoliba AC à l'US Bougouba endeuillé. En effet, la 22e journée, achevée jeudi 14 mai 2025, a été riche en enseignements, tant sur le plan sportif qu'humain. Tout d'abord, le Stade malien de Bamako a consolidé sa position de leader en s'imposant de manière convaincante 3-0 face au FC Diarra. Avec 52 points, les Blancs de Bamako creusent l'écart au sommet du classement, tandis que le FC Diarra, enchaînant les mauvais résultats, se retrouve désormais englué dans la zone rouge. Le carton de la 22e journée a été signé par le Djoliba AC qui a dominé l'AS Police 5-0. Les Rouges de Bamako ont toujours 8 points de retard sur leurs rivaux stadistes à 4 journées de la fin de l'exercice. Binga FC, qui avait connu une belle série de 3 victoires consécutives, a vu son élan stoppé par Afrique Football Elite qui l'a battu 2-1. L'association sportive de Korofina a réussi à sortir de la zone rouge grâce à un match nul 1-1 obtenu lors de la 22e journée contre l'AS Real de Bamako. Un point crucial pour les Oranges de Korofina qui luttent pour leur survie dans l'élite du football malien. Malheureusement, la 22e journée a également été marquée par un événement tragique. Mamadou Merekone, joueur de l'US Bougouba, est décédé à la suite d'un malaise cardiaque durant le match entre l'US Bougouba et 11 créateurs au stade Salif Keita Domingo à Kati. Une rencontre que Bougouba a perdu 3-2. La Fédération malienne de football, la FEMAFOOT, dans un communiqué empreint de tristesse, a adressé ses plus sincères condoléances à la famille de Mamadou Merekone, touchée par cette perte cruelle tant sur le plan familial qu'au sein de la grande famille du football malien. Page Mali Culture 2025. Dans le cadre de l'année de la culture, le 8e quartier de Badagara Da s'illustre par une initiative emblématique. La réfection de son Toguna, une cérémonie officielle, a marqué le lancement des travaux ce dimanche sous le thème Renaissance culturelle et citoyenneté au service du développement. Le point avec Agibou Koulibaly. C'est dans un esprit d'union, de fraternité et de progrès, devise du Comité pour le développement du 8e quartier, que les populations de Badiangara Da
et villages environnants se mobilisent autour d'un symbole fort de leur identité, le Toguna. Ce lieu de parole et de sagesse au cœur de la tradition Dogon, rénové, a retrouvé sa place dans le paysage culturel du quartier. Ondogolo Wolegem, chef du 8e quartier Badjangarada. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Notre président, Assimi Goïta, a décrété l'année 2025, année de la culture. Nous aussi célébrons notre culture à travers la réflexion de notre Toguna. Là, c'est une très bonne initiative. Je salue la présence de toutes les autorités et surtout de leur soutien et tous les parents venus de toutes les contrées du pays Dogon. Abdoulaye Kassongue, maire de la commune urbaine de Badjangara. En tant que natif du quartier, c'est une première pour moi de voir toute la ville mobilisée autour d'un symbole de l'un des plus vieux quartiers de Bayangara, de tous ces décideurs. Et aujourd'hui, nous devrons pérenniser et marquer les pas des ancêtres pour vraiment magnifier tout ce qu'ils nous ont légué, afin d'harmoniser notre vivre ensemble. La reconstruction de ce Toguna s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par les autorités de la transition pour faire de la culture un vecteur central de cohésion sociale et de stabilité. Suleiman Issa Koulibaly, directeur régional de la culture de Badjangara. La réflexion de ce Toguna vient à point nommé. Tout cela veut dire qu'en milieu Dogon, le Toguna est d'une importance culturelle significative, ce qui fait que tout le monde est aujourd'hui présent. Et vous avez vous-même dû remarquer, quand vous voyez les gens travailler, ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens choisissent pour en tout cas monter dessus afin de déposer les tiges ou les couches des tiges de mil sont choisis. Parce que c'est une question de connaissance du patrimoine culturel. Il y a certes des jeunes qui sont là pour transporter les tiges, mais pour autant, ceux qui déposent les tiges ont un savoir-faire en la matière qu'ils ont hérité de nos anciens. Tout ce qui fait aussi la valeur du Toguna en milieu Dogon. Adama Bamba, représentant du préfet de Badjangara. Nos plus hautes autorités ont décrété cette année l'année de la culture. L'année de la culture, ce n'est pas fortuit. Cette activité entre dans ce cadre vraiment de la réaffirmation de notre identité. Nous tenons vraiment à remercier les uns et les autres, surtout les organisateurs de cette activité. En redonnant vie au Toguna, les habitants de Badjangara ne restaurent pas seulement un édifice, ils ravivent l'âme d'un peuple, réaffirment leur attachement à des valeurs communes et tracent les contours d'un avenir fondé sur la culture et le vivre ensemble. La prestation de troupes folkloriques a été l'un des temps forts de la cérémonie. Badjangara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo pour l'ORTM. 9h33, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde, coordination éditoriale Ousmane Daou, réalisation Adam Maïga. La mise en ligne est assurée par Badi Touré. Passez d'excellents moments accompagnés du programme de Radio Mali. Au revoir.